Bonjour à tous, je vais m'efforcer de ne pas revenir de trop sur ce que mes collègues précédents ont déjà dit. Je conçois parfaitement que c'est quand même un peu une répétition de techniques qui ont des choses à voir les unes entre elles et des principes d'application qui sont un peu les mêmes. Alors, je vais m'efforcer de faire des choses un peu complémentaires, d'aller très très vite sur ce que je considère que vous avez déjà suffisamment entendu, et de vous convaincre à la fois du grand intérêt de ces nouvelles méthodes. Si moi je peux me permettre de dire ça, j'ai participé aux toutes premières mises en place de la stimulation non invasive du cortex moteur. Avant, ça n'existait pas. Et vous savez, être là des cobayes, approcher ces dispositifs que vous avez vus et ne rien sentir et voir la main de l'autre côté qui bouge, c'est quand même une expérience tout à fait étonnante et qui a quand même ouvert des voies d'exploration chez l'homme qu'on n'avait absolument pas. Chez l'homme, étudier les modifications d'excitabilité du cortex moteur ou du cortex responsable du langage, on n'avait aucun moyen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et en même temps, on est à une époque où on a une tellement grande efflorescence, comme vient de le dire Nicolas, d'essayer de mettre en place des pistes thérapeutiques qui fait qu'aujourd'hui, on a des résultats extrêmement divers qui vont nécessiter le déploiement encore de beaucoup d'enregistrements et d'expériences pour pouvoir dire oui, c'est une thérapeutique dont on peut considérer qu'elle est réellement utile, mais ça n'enlève rien à l'intérêt des méthodes qui se sont progressivement mises en place. Donc voilà, alors je vais m'efforcer de vous de vous apporter des données extraites des résultats chez les sujets normaux, un tout petit peu différentes de celles qu'on vous a déjà présentées, puis bien sûr ensuite, je vais vous donner un état des lieux de ce qu'on fait actuellement comme essai thérapeutique. Alors voilà, je n'ose pas vous redire à nouveau que la TDCS utilise 2 électrodes, mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur la grande surface de ces électrodes. Vous voyez qu'elles font plusieurs centimètres carrés. Vous n'êtes pas focal en TDCS, c'est absolument sûr. Et non seulement vous n'êtes pas focal, mais je vais essayer de vous montrer qu'on a certainement on met en jeu par la stimulation qu'on place en regard du cortex moteur beaucoup d'autres structures du système nerveux central. Je ne peux pas quand même vous empêcher de vous rappeler que la TDCS, comme cela vous a été dit à de nombreuses reprises, ne fait pas décharger les cellules corticales. Au moins, on en est sûr, c'est les travaux d'Evars, au niveau du cortex moteur. Ce n'est pas le cas des motoneurones de la moelle épinière, je souhaite le préciser. Vous avez une décharge spontanée qui vous est représentée ici sur la première de ces enregistrements. La TDCS cathodale inhibitrice va freiner la décharge et la TDCS anodale excitatrice va augmenter la décharge. Et donc vous avez, comme vous l'a dû présenter Nicolas, 3 configurations de base, une stimulation facilitatrice sur le cortex moteur, une stimulation inhibitrice sur le cortex moteur, et bien sûr c'est absolument nécessaire pour pouvoir dire quoi que ce soit de toutes ces expériences, une situation placebo. Rendez-vous bien compte, je ne sais pas combien d'entre vous ont eu l'occasion d'être le sujet de ces expériences, que quand même, quand on veut une électrode ici, une électrode là, vous n'êtes pas exactement dans la même situation quand vous n'avez pas d'électrode sur la tête, et se pose réellement le problème, est-ce que ce que j'enregistre comme modification du mouvement est dû au fait que je fais passer un courant, ou est-ce qu'elle est simple et que je modifie le fonctionnement des cellules cérébrales, ou est-ce qu'elle est simplement due au fait que j'ai mis des électrodes sur la tête. Donc c'est absolument nécessaire d'avoir la simulation placebo. Alors ensuite, voilà, je me permets de vous le rappeler rapidement, quand on met une électrode, je vais uniquement illustrer le cas excitateur, en regard de la zone motrice, bien entendu, on active la voie cortico-motoneuronale et on va pouvoir modifier la réponse dans le potentiel évoqué moteur contralatéral. C'est la base même du rôle de la TDCS. La TDCS anodale augmente la taille du potentiel évoqué moteur. La TDCS cathodale
la diminue. Alors, on stimule obligatoirement en même temps, on modifie obligatoirement en même temps le trafic dans la voie cortico-spinale directe, mais on ne sait pas l'apprécier chez l'homme, puisque chez l'homme, comme vous le savez, quand on applique la TMS au niveau, en regard de la zone motrice, on n'a jamais, ou quasiment jamais chez l'homme normal au repos, d'évocation de PEM, donc on l'active, mais on n'a pas de données sur quel est le résultat de cette activation. Alors ensuite, bien sûr, chez l'homme, je suis très bien placé pour le dire, il n'y a pas entre le cortex moteur et les motoneurones que la voie cortico-motoneuronale directe. Il y a, vous le savez tous, un grand nombre de relais, en particulier un relais réticulaire qui permet les activations bilatérales, le relais propriospinal qui est un relais situé au niveau haut de chaque renflement cervical et lombaire et qui est par où passe une part importante de la commande motrice vers les muscles, de tous les muscles des membres supérieurs et au niveau lombaire inférieur. Et puis, vous avez évidemment tous les réseaux d'interneurones qui contrôlent finalement la décharge des motoneurones. Alors, il y a quelques expériences, pas beaucoup chez l'homme, qui montrent que lorsque vous modifiez l'activité du cortex cérébral moteur, vous modifiez l'activité de ces relais de la commande motrice en route vers les motoneurones. Ceci est un exemple extrait des travaux de l'équipe de Biblo et qui vous montre que, je m'en excuse, un exemple de stimulation inhibitrice. La stimulation inhibitrice appliquée en regard du cortex moteur va diminuer le potentiel évoqué moteur, mais va également diminuer l'excitabilité du relais propriospinal. Et en ce qui concerne les réseaux neuronaux spinaux, j'ai choisi un seul exemple. Nicolas vous en a tracé une vue générale, qui est l'inhibition réciproque. Vous la connaissez tous, c'est-à-dire que les fibres sensitives issues du fuseau neuromusculaire s'articulent sur un interneurone qui vient... Oui, c'est des limitations de ma continue. Donc vous avez ici le fuseau neuromusculaire, la fibre A qui en est issue. Bien entendu, elle active par voie monosynaptique les motoneurones du muscle dont ils sont issus. C'est le réflexe monosynaptique. Et parallèlement, elle vient activer un interneurone qui vient inhiber les motoneurones du muscle antagoniste. C'est l'inhibition réciproque. Alors on peut l'étudier chez l'homme, bien sûr. On peut l'étudier chez l'homme de la seule manière dont on dispose actuellement chez l'homme d'étudier les réseaux neuronaux et l'activité des motoneurones, qui est le recueil de l'activité électromyographique comme reflet de l'activité des motoneurones. Vous savez qu'au niveau de la moelle épinière, on est incapable d'avoir le même type de méthode comme l'électroencéphalographie, l'IRM fonctionnel, la magnétoencéphalographie, parce qu'on ne sait pas enregistrer à distance l'activité des cellules contenues dans la moelle épinière. Par contre, bien heureusement, si je peux dire, pour les neurophysiologistes et les médecins, l'activité musculaire est entièrement sous la dépendance des motoneurones, et regarder l'activité musculaire, c'est avoir une fenêtre sur l'activité des motoneurones. On est donc capable d'étudier l'inhibition réciproque entre muscles antagonistes et de regarder ce qui se passe lorsque vous activez le cortex moteur, plus exactement lorsque vous modulez l'activité du cortex moteur avec la TDCS. Yep. Et c'est juste pour vous montrer la complexité des effets que probablement on induit et dont pour l'instant qu'on ne prend pas en compte parce qu'on n'en a pas vraiment la possibilité, lorsqu'on modifie l'excitabilité du cortex moteur. Vous voyez, vous modifiez ici l'excitabilité du cortex moteur en regard de la zone de représentation du membre supérieur. Il ne faut pas s'imaginer qu'avec la TDCS, vous différenciez quoi que ce soit. Mais néanmoins, quand vous étudiez de façon précise l'inhibition réciproque qui est dirigée vers les extenseurs et l'inhibition réciproque qui est dirigée vers les fléchisseurs, eh bien l'effet il est juste inverse l'un de l'autre. Donc, je stimule le cortex moteur, je facilite l'inhibition réciproque vers les fléchisseurs, mais j'inhibe l'inhibition réciproque vers les extenseurs. Alors,
Et il n'y a rien en ipsilatéral, malgré tous les rêves qu'on avait eus d'avoir un effet en ipsilatéral pour pouvoir l'exploiter chez les patients. Alors ensuite, bien sûr, lorsque j'active le cortex moteur, je ne fais pas qu'activer les projections vers la moelle. J'ai également la connectivité intra-hémisphérique. Alors, ça répond un peu à la question, je ne sais plus de qui ce matin, mais vous voyez cette jolie image qui est tirée d'une revue en fait, de l'équipe de Leonardo Cohen, vous montre la magnétoencéphalographie dont vous a parlé ce matin Lionel Nakache, et ici, la stimulation, l'application de la TDCS. Et on a donc pu montrer comme cela que lorsque vous appliquez la TDCS en regard du cortex moteur, en fait, vous modifiez l'excitabilité des aires préfrontales, des aires pariétales et des aires cérébelleuses. Donc oui, vous vous focalisez sur l'effet au niveau du cortex moteur, mais en réalité, vous modifiez largement l'excitabilité des zones à distance. Il est bien difficile de dire si l'effet final résultant est dû principalement à l'activation du cortex moteur ou à l'activation des zones à distance. Et la dernière cible dont vous avez très largement entendu parler aujourd'hui, ce sont bien entendu les connexions interhémisphériques sur lesquelles je ne reviendrai pas, sauf pour vous dire qu'il est tout à fait admis que ce sont des connexions inhibitrices, mais que grâce aux moyens dont on dispose aujourd'hui chez l'OB, il y a de premiers papiers qui se demandent si les connexions interhémisphériques sont réellement simplement inhibitrices ou est-ce qu'elles ne seraient pas aussi partiellement excitatrices. Alors maintenant que je vous ai remontré tout ça, je ne reviens pas sur cette jolie image que Sophie Courtois vous a présentée et qui explique donc l'intérêt, je pense que plus personne n'a de doute là-dessus, de faciliter le fonctionnement de l'hémisphère lésé ou d'inhiber le fonctionnement de l'hémisphère non lésé. Je n'y reviendrai donc pas. Et je vais maintenant vous présenter les résultats des principales études obtenues chez les patients, mais je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur ce qu'a déjà montré dans le précédent papier de Leonardo Cohen, c'est-à-dire que depuis 1998, vous avez une augmentation phénoménale du nombre de publications qui sont consacrées à l'effet de la TDCS ou de la TMS ou de la RTMS chez l'homme. Mais parmi cette progression exponentielle, vous voyez que celles qui s'intéressent aux éventuels effets de ces stimulations après accident vasculaire cérébral sont encore beaucoup plus limitées que l'extraordinaire augmentation des études physiologiques ou physiopathologiques. Alors voilà, quand on fait une revue s'efforce de faire une revue de la littérature, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que chez les patients, l'application de la TDCS est essentiellement appréciée sur des textes cliniques. Et très généralement, il porte sur la mobilité de l'extrémité du membre supérieur. Ils sont très rarement couplés à des études visant à coupler cette amélioration clinique éventuelle à des modifications plus neurophysiologiques comme la taille des PEM, l'inhibition intracorticale dont on a parlé un petit peu ce matin, ou l'IRMF. De plus, ils portent essentiellement tous je crois, sur le côté hémiplégique et s'intéressent peu à ce qu'on fait quand on applique une stimulation cathodale sur l'hémisphère sain. Est-ce que par hasard, ça aurait des effets d'on ne sait quelle sorte sur le côté dit sain des hémiplégiques? Ce sont des sujets qui ne sont pratiquement pas abordés. Alors, il y a beaucoup de papiers. Il y a 2 revues que je vous ai sélectionnées parce que je les ai trouvées très intéressantes, dont la première est celle qui a été faite par Pascal Lefaucheur et qui passe de façon très systématique en revue l'essentiel des publications, en prenant Medline, qui ont été publiées entre 2007 et 2012. Et pour chacune d'entre elles, de façon très systématique, il donne le nombre de patients, le type de l'accident vasculaire, le site et les caractéristiques de la stimulation, le résultat
et le nom et l'existence ou non d'une situation contrôle. Alors le papier de Le Faucheur porte à la fois, l'équipe de Le Faucheur, pardon, porte à la fois sur la TDCS et la RTMS. Je ne vous ai extrait que la TDCS. Et alors bien sûr, de façon qui ne peut pas vous étonner maintenant, il y a d'abord les efforts de stimuler, enfin, de faciliter le fonctionnement de l'hémisphère lésé. Alors il y a de plus, j'ai distingué la phase aiguë et la phase chronique en prenant de façon tout à fait arbitraire avant 3 mois, après 3 mois. Donc vous voyez, la TDCS a visé, je renforce l'excitabilité de ce qui reste de cellules actives au niveau de l'hémisphère lésé en situation proche de l'AVC. Il n'y a finalement pas tant d'études. Elles sont couplées ou non, et c'est toute la difficulté d'apprécier ensuite le résultat de ces études, à une rééducation motrice classique. Et finalement, sur ces 6 études, dans la moitié des cas, il n'y a pas vraiment d'effet, et il semble vraiment que, ce qui n'est pas si étonnant que ça, que l'effet soit d'autant plus important qu'il s'agisse d'AVC sous-corticaux. Vous voyez que finalement, ces études comprennent des groupes relativement limités de patients, et ensuite, toutes sortes de choses varient, en particulier le nombre des sessions, qui dans ce cas-là était répété de 5 à 10 fois, et évidemment le délai entre l'installation de l'accident vasculaire et le protocole de stimulation par TDCS est évidemment extrêmement variable. Alors, bien entendu, vous avez les études qui sont faites en chronique. À nouveau, le nombre des sessions est très hétérogène, le délai est très hétérogène, le nombre de sujets est très hétérogène. Le fait qu'il existe ou non une rééducation motrice en même temps que le protocole de TDCS est variable. Et lorsqu'on poule tout ça, on va à un petit effet favorable, mais vous avez très peu d'études contre placebo. Alors après, bien entendu, le contraire, j'inhibe le côté sain. Il y a très peu d'études en aigu. On ne peut pas en dire grand-chose, elles sont de toute manière trop limitées. Et en chronique, vous voyez, c'est peut-être un peu moins variable quant au nombre de sessions, mais le délai est épouvantablement variable. Ce sont quand même de petits nombres de patients et les études qui portent essentiellement sur la motricité fonctionnelle de l'extrémité distale du membre parétique mettent en évidence une amélioration statistiquement significative. Alors, le grand intérêt de la TDCS, qu'on ne peut pas faire facilement avec la RTMS, c'est qu'on peut coupler, tant qu'on y est, la stimulation facilitatrice sur l'hémisphère lésé et la stimulation inhibitrice sur l'hémisphère sain, en se disant qu'on va renforcer tout. Alors, il y a 5 études qui sont faites comme ça. À nouveau, ce sont des délais extrêmement variables, de nombre de séquences extrêmement variables, et ils mettent en évidence à nouveau une légère amélioration de la fonction motrice du membre supérieur. Alors ça, c'est la première grande étude. Et la deuxième étude dont je vais vous dire un mot, pour que vous voyez, c'est pas du tout le même type d'étude, c'est pas le même type de conclusion, mais c'est aussi pour que vous mesuriez la difficulté où on est au stade d'aujourd'hui avec cette efflorescence d'études différentes, comment se faire une idée. Alors ça, c'est une étude de type Cochrane, qui est donc très récente. Véronique vient de vous redire les critères qui sont toujours les mêmes pour les études Cochrane. Et alors, vous voyez ce qui se passe dans ce cas-là. Ils ont passé en revue un peu plus de 6200 enregistrements. Ensuite, ils éliminent tous ceux, donc, comme le disait Yves Sanson ce matin, où en fait on reprend les papiers suivants, reprennent une partie des
des enregistrements précédents, donc il les élimine. Donc vous tombez à 3000. Ensuite, parce que leurs critères sont certainement raisonnables d'un point de vue de permettre une réelle conclusion un peu argumentée, il faut que les essais soient randomisés, il faut que les effets soient contre-contrôle. Résultat, des 6226 enregistrements contenus dans la base, vous passez à une étude de l'efficacité de l'effet qui ne représente plus que 455 enregistrements. Il y a un intérêt à ça. Ceux-là sont probablement plus interprétables, mais clairement, il y a certainement une grande perte d'information quelque part. Et le résultat de des tests qu'ils font sur ces 455 enregistrements qu'ils ont retenus, alors eux, ils ont testé deux choses. Ils ont testé, ils ont repris les papiers dans lesquels ils pouvaient extraire les échelles qui ont porté sur la motricité fine du membre supérieur et également les activités de la vie courante. Et ils ne trouvent aucune amélioration significative des activités de la vie courante et ils trouvent un effet pas très marqué en fin d'intervention favorable sur la motricité du membre supérieur, mais malheureusement, quand ils reprennent toutes les études qui sont faites 3 mois après l'intervention, ils ne retrouvent pas d'effet et la seule chose sur laquelle ils sont tous, quelles que soient les études, d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire nocif dans aucun des cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? À mes yeux, il y a deux conclusions importantes. Premièrement, l'intérêt indiscutable de l'étude de ces possibilités de stimulation non invasive du cortex pour étudier la physiologie et la physiopathologie chez l'homme. Et par contre, ces conclusions de méta-analyse, elles mettent en évidence, je vous fais, que si on veut progresser et savoir vraiment s'il y a un effet thérapeutique, on devrait réussir à progresser sur des expériences, enfin, des enregistrements qui soient un peu plus standardisés entre tous les labos qui les pratiquent et tous les services qui les pratiquent. Et comme vous savez tous, c'est une question qui est extrêmement difficile à résoudre, qu'il est sûrement absolument nécessaire d'avoir toujours, le plus souvent possible, des contrôles placebo, parce qu'autrement, c'est bien difficile à interpréter. Qu'il faudrait certainement se mettre d'accord parmi tous ceux qui étudient ces techniques pour que les tests cliniques soient plus ou moins les mêmes d'une étude à l'autre. Et certainement, il faudrait découpler les résultats avec les accidents essentiellement corticaux et les accidents essentiellement sous-corticaux. Et en plus, il manque une phase énorme qui est qu'on a une ou deux peut-être au total d'études sur la motricité du membre inférieur, mais pas plus, et que ça ouvre un champ d'exploration tout à fait nécessaire. Voilà, j'espère vous avoir convaincu à la fois de l'intérêt et de la difficulté aujourd'hui de pouvoir dire « je fais ça parce que ça a un réel effet thérapeutique ». Je vous remercie. Merci beaucoup Rose pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Courtois, juste devant vous. Et à Madame Courtois. Non, je parlais à la... Oui, j'avais une question sur notamment les rares études qui couplent anodales et cathodales.
parmi celles-ci, il y en a 2 qui, en plus, associent une prise en charge rééducative, une par ergothérapie pendant la séance d'application et l'autre par la contrainte induite. Oui. Est-ce qu'on a déjà un rationnel suffisant pour continuer ce genre d'expérimentation, ou est-ce qu'il vaut mieux d'abord valider les stimulations Est-ce qu'on peut être pragmatique déjà ou pas? C'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Certes, c'est 2 expériences seulement, un relativement petit groupe de sujets, bien difficile de dire. Mais comme le disait dans un tout autre domaine Lionel ce matin, peut-être il faut qu'il y ait des équipes qui explorent. Vous voyez, on explore toutes sortes de... D'un côté, il faut certainement ça, et d'un autre côté, certainement, il faut également se dire, il faudrait mieux standardiser un peu plus, avoir des lots contrôle et des lots et voir où on va. Mais je sais, moi j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs congrès de neurophysiologie clinique. Cette question est soulevée à chaque fois par, comment dirais-je, les plus éminents collègues de la discipline, et on n'arrive pas à... Même avec les données sur l'apprentissage moteur, l'idée de se dire que travailler le membre parétique de façon reproductible et standardisée pendant l'application de la stimulation excitatrice sur le cortex moteur, est-ce que c'est une piste, quoi? Je veux dire, sur le plan théorique, ça paraît très intéressant. Maintenant, après, il faut se dire, je vais faire... Enfin, j'ai mal placé pour dire ce qu'il faut faire. Je veux simplement souligner auprès de vous, c'est vous qui êtes en charge de tout ça, quelle est la stratégie qui va permettre d'aller au mieux vers une conclusion. Peut-être il faut faire les 2. Monsieur Marc. Juste dans le même ordre d'idée, une des difficultés qu'il y a dans toutes les études de RTMS, c'est que et dans les études qu'on ajoute en électrophysiologie, c'est qu'il faut faire un PEM. Donc il faut avoir un PEM du côté hémiplégique, ce qui déjà fait une certaine sélection sur le type de malade qu'on inclut dans les études de façon claire. Et dans les études anti-DICE, est-ce que c'est la même situation, ou est-ce qu'on a pris des gens qui n'avaient pas de PEM, ou est-ce qu'il y a toujours la mesure électrophysiologique qui fait qu'on prend des gens avec des PEM Excuse-moi Philippe, j'ai pas entendu le début de le début, ce que je disais, c'est qu'un des problèmes des études, c'est qu'il y a toujours le volet électrophysiologique, donc on fait toujours des PEM. Et donc faire des PEM du côté hémiplégique, c'est un sujet hémiplégique, c'est pas toujours facile. Et donc ça fait déjà une sélection des malades dans ce qu'on veut inclure sur le plan méthodologique, dans ce qu'on veut inclure dans ces études. Oui, je suis d'accord.